Bonjour à tous. Une vidéo, encore deux, qui va revenir sur quelque chose qui est en train de, encore une fois de plus, remonter à la surface. Souvenez-vous, je vous avais parlé déjà du fait qu'à l'époque de Hollande, avec Manuel Valls, l'affaire Dieudonné, Soral, avait soulevé une question, à savoir, est-ce que être antisioniste, c'est être antisémite? Et là, vous avez un député qui a présenté un projet de loi pour définitivement considérer, légiférer sur le fait que toute forme d'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Alors, j'entends bien que peut-être certains d'entre vous, quand on dit sionisme, c'est assez vague. Qu'est-ce que c'est que le sionisme? Alors le sionisme, c'est un courant qui a émergé véritablement au XIXe siècle, courant politique, idéologique, pas franchement religieux, quoique il y a certaines branches du sionisme qui prennent en considération certains intérêts religieux de la chose, mais qui est clairement un courant idéologique politique nationaliste. C'est-à-dire que c'est un courant qui défend rubis sur l'ongle les intérêts du peuple juif. Du fait que l'histoire du peuple juif a été une histoire où ce peuple a été martyrisé, a été chassé, a été victime de ségrégation, de discrimination, puisque c'était sa condamnation par Dieu lui-même, dont d'ailleurs c'est ce que souvent partagent un certain nombre d'orthodoxes, du fait que pour eux Israël est une ignominie, dans ce sens où Dieu a puni le peuple d'Israël pour ses péchés, et que de ce fait, la punition, c'est qu'il ne peut plus avoir la légitimité d'avoir une terre, et qu'il doit errer dans le monde des vivants, qui plus est, prêcher son existence, sa communauté, au sein des différentes civilisations. Mais le sionisme, lui, très rapidement, s'est octroyé cette exclusivité idéologique de vouloir restaurer une terre d'Israël. Et d'ailleurs, pour preuve, lorsqu'en 1947, l'État d'Israël a été proclamé, beaucoup de médias, beaucoup de journalistes, beaucoup d'historiens parlent encore et toujours d'État sioniste. Car l'État d'Israël, Israël, a bien été fondé, créé par des sionistes. Maintenant, ce mouvement, il y a eu différentes branches, je vous invite à regarder vous-même sur Wikipédia pour que vous compreniez bien qu'il y a eu des courants, il y a eu différentes branches de courants, il y a eu un courant réformateur aussi. Mais la question est de savoir, aujourd'hui, est-ce que le sionisme, c'est forcément considérer tous les juifs comme étant des sionistes? Je viens de vous le dire, les orthodoxes sont des antisionistes. Les orthodoxes considèrent que le sionisme est une gabagie, est une hérésie à la source même de la religion juive. Sauf que le sionisme, comme je vous l'ai dit, c'est un courant politique, idéologique, donc il y a ses infiltrations un peu partout, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Surtout en France. Si aux États-Unis, il est de notoriété qu'il existe un lobby juif et qu'on s'en accommode, même si du côté des conservateurs, ultra-conservateurs, on a en effet une forme d'antisémitisme amalgamé sur tout ce qui est juif, alors que le juif en lui-même n'est pas responsable de la création et n'est pas
systématiquement et automatiquement un sioniste. En France, l'influence, je ne sais pas si on peut véritablement utiliser le terme lobby juif en France, mais il y a une influence juive qui existe de toute façon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puisque de toute façon, en France, on a cultivé une sorte de repenti de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, même si, encore une fois, dans la sémantique, il faut bien faire la part des choses, que la France a collaboré au génocide juif. Malgré ce que Zemmour peut en dire, que Pétain aurait sauvé des juifs, c'est une autre polémique, c'est un autre débat, mais globalement, la France a bien contribué à envoyer des juifs vers la solution finale du Troisième Reich. Mais, là où le détail est très important, c'est que le gouvernement ou l'autorité de la zone libre de l'époque était un gouvernement de collaboration. Ce n'était pas un gouvernement souverain et libre et indépendant. Et d'ailleurs, pour preuve, Pétain n'a pas été élu par le peuple. Pétain a été élu par le Conseil. Donc on ne peut pas dire que c'est la France, que la France est coupable, d'une manière générale, d'avoir participé au génocide juif. Mais que c'est une France occupée sous l'autorité d'un occupant qui, malheureusement, a participé et a contribué à la Shoah. Mais, évidemment, certaines communautés, certaines associations, certains mouvements juifs se sont appuyés sur ce fait que la France a sa part de responsabilité pour instaurer une sorte d'omerta sur le fait que tout ce qui concerne le juif en France, c'est chasse gardée, c'est tabou, c'est protégé. Si bien que même le pire connard, la pire saloperie, si elle a le mérite d'être juive, eh bien, on aura un traitement très particulier du fait que, parce qu'il est juif, on ne voudrait pas que cela soit assimilable à de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, on a bien vu comment Valls, sous le régime Hollande, comment il a défendu rubis sur l'ongle la communauté juive. Et d'ailleurs, il s'en est très vanté avec le fameux « quand même », souvenez-vous, hein, parce que sa femme était juive, et donc il a cette appartenance à la communauté juive, quand même. Donc Valls était le bon petit soldat du CRIF, par exemple, pour... Non, c'est pas le CRIF. Si, c'est le CRIF, je ne sais plus. Ce mouvement de défense des intérêts de la communauté juive française. Oui, c'est le CRIF, puisque c'est Israël. Qui a été très actif avec le fameux Lubagovic, je ne sais plus son nom, qui avait fait justement de Soral et de Dieudonné ces bêtes noires. Puisque Soral et Dieudonné, hormis en effet peut-être certains dérapages, étaient quand même des gens qui mettaient en évidence ce que Soral lui-même appelait la communauté organisée. Et ce n'était pas un fantasme, même si ça restait relativement minoritaire, marginal, mais tout ce qui touchait les intérêts juifs en France, c'était chasse gardée, c'était protégé. Quitte même à voir à l'Élysée des gens appelés conseillers qui défendaient plus ou moins les intérêts du sionisme en France. Et de ce fait, il y a déjà eu des tentatives pour faire en sorte
de protéger le sionisme de telle manière à ce que plus personne ne puisse critiquer ou s'opposer au sionisme, en faisant en sorte d'assimiler l'antisionisme à de l'antisémitisme. Alors que même Wikipédia, qui s'était laissé tenter dans la page française à considérer que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme, depuis évidemment ça a été changé, la page a été développée et admet aujourd'hui qu'il y a toujours un consensus auprès de gens responsables, auprès de gens moraux, auprès de gens intellectuels, sur comment considérer l'antisionisme. Est-ce que oui ou non l'antisionisme est une forme d'antisémitisme ou non? Par défaut, comme je vous le dis, le sionisme étant un mouvement politique, une idéologie politique, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est intrinsèquement et indubitablement assimilable à toute pensée que se doit d'avoir un juif? Et que par conséquent, si tous les juifs au monde sont des sionistes, eh bien oui, dans ce cas-là, l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les orthodoxes, les ultra-orthodoxes. Ce sont des juifs. Et pourtant, ils sont antisionistes. Donc le fait de faire en sorte que l'antisionisme soit une forme d'antisémitisme, ça voudrait dire que des juifs orthodoxes religieux seraient alors des antisémites. Vous voyez l'absurdité du truc. Donc ce député français qui vient de déposer donc cette proposition de loi institutionnalisant le fait que l'antisionisme serait donc une forme d'antisémitisme, serait de l'antisémitisme, malheureusement, est-ce que la France, est-ce que le Parlement français légiférerait sur la question, alors que sur le plan international, on est toujours dans un processus de consensus. C'est-à-dire qu'il y a débat. Est-ce que... Et comme tout débat, j'ai envie de dire, le débat, le problème, c'est celui entre ceux qui veulent protéger le sionisme et donc faire en sorte, alors juifs ou non juifs, de telle manière à protéger le sionisme de toute forme de critique en l'assimilant à de l'antisémitisme. Dans ce cas-là, vous ne pouvez plus critiquer le sionisme puisque si vous critiquez le sionisme, vous êtes antisémite. Et ceux qui font la part des choses en disant attendez, le sionisme ne représente pas le peuple juif. C'est un courant idéologique qu'on a la liberté de partager ou de ne pas partager. Et à partir du moment où si des juifs ne sont pas sionistes, ne partagent pas les idées sionistes, et d'ailleurs j'ai envie de dire en Israël, vous avez énormément de juifs progressistes qui ne sont pas sionistes. Donc ça ferait d'eux des antisémites. Donc vous voyez jusqu'où en France la collusion, l'infiltration, l'influence de certains sionistes ont aujourd'hui sur le paysage politique français. C'est qu'ils ont réussi à pousser un député, tout simplement à faire une proposition de loi pour protéger le sionisme. Alors, je ne sais pas si vraiment ce texte de loi va passer, parce que en toute logique, normalement, les députés sont censés se référer au Conseil d'État, qui lui doit se référer au consensus international qu'il y a sur la question, et donc par conséquent retoquer cette loi. Tant qu'il y a consensus international, pourquoi la France s'autoriserait-elle à considérer le sionisme, l'antisionisme, comme de l'antisémitisme? Ça serait ridicule. Ou alors ça serait la démonstration que le système républicain est tellement infiltré, tellement pourri, qu'il est mort. Bon, d'ailleurs, vous remarquerez que je suis un des premiers à dire que de toute façon, la République est morte pour d'autres raisons. Donc voilà, c'est intéressant de voir jusqu'où ce conflit israélo-palestinien peut aller, même dans la société française. Alors, les conséquences, elles sont multiples, puisqu'on a vu récemment cette femme voilée qui a voulu jouer les martyrs, mais qui s'est fait tirer dessus
je crois à l'heure actuelle est à l'hôpital, son processus vital est engagé, etc. Mais là, imaginez quand même que les flics lui ont tiré dessus. Donc c'est... Évidemment, va savoir, est-ce que sous ça alors ça soulève encore la question justement du voile, des hijabs, etc. Parce que, voilà, les flics, eux, ils n'ont pas fait de plis, ils ne se sont pas posé de questions. Ils disent, alors, est-ce qu'elle a des bombes, est-ce qu'elle n'a pas de bombes, est-ce qu'elle est du terroriste, ou est-ce que c'est une déséquilibrée, etc. Bon, manque de bol, c'était une déséquilibrée. Enfin, déséquilibrée, le terme bien ajouté pour ne pas dire une islamiste fanatique. Mais les flics ont tiré. Et vous avez remarqué que là, on n'a pas d'association, ou très peu, qui sont en train de dire « Oui, rendez-vous compte, la police a tué une musulmane et tout. » Parce que certainement que des ordres, finalement, sont tombés. C'est-à-dire que le niveau de risque terroriste en France, apparemment, eh bien, est très élevé. Tellement élevé que les flics ont reçu l'autorisation de tirer. Donc, tous les petits plaisantins, petits crétins qui voudraient se jouer martyrs, djihadistes en France, en criant Allah Akbar pour n'importe quoi et n'importe comment, bah faites attention parce que malheureusement, l'autorité française maintenant, elle pourrait considérer que vous êtes potentiellement un risque, potentiellement un terroriste, que potentiellement vous pouvez avoir des armes, des bombes sur vous. Et là, pas de pli. Réfléchissez. Réfléchissez d'autant plus que les tensions qui sont ravivées par le conflit israélo-palestinien ou sur le plan communautaire, évidemment, la France, elle est principalement visée dans ce sens où c'est quand même elle qui possède l'une des plus grosses communautés musulmanes, aussi bien musulmans français que musulmans étrangers, mais aussi la plus grande communauté juive européenne. Sauf que quand je dis plus grande communauté juive européenne, les deux ne se valent pas, puisque très clairement, je crois que la communauté juive, je crois que c'est même pas 1 million en France, alors que les musulmans parlent de 8 millions officiellement. Moi, je serais plutôt sur une fourchette de 12-14 millions, puisque j'inclus aussi bien musulmans prononcés, musulmans athées, musulmans laïcs, musulmans français, musulmans étrangers, etc. Voilà, tous les musulmans, aussi bien musulmans d'origine maghreb, arabe, turc, parce qu'on a quand même une grosse communauté turque en France. Même si au sein de la communauté musulmane en France, pareil, il y a certaines dissensions. On sait qu'entre la communauté musulmane turque et la communauté musulmane maghreb, c'est pas la grande entente, on va dire. Ça se soutient, ça se supporte, mais jusqu'à un certain point. Donc la France, en effet, il y a un risque. Le risque est réel. Parce que dans la proportion de chacun des bords, vous avez un potentiel de gens un petit peu manipulés, un petit peu radicalisés, un petit peu, voire même très, et qui seraient éventuellement capables de faire monter la température, voire faire de grosses conneries. En matière de conneries, par exemple, à Paris, je ne sais plus dans quel arrondissement, plusieurs immeubles ont été tagués. Tagués n'est pas le terme parce que les étoiles de David qui ont été peintes sur les murs ont été faites en pochoir. Ça veut dire que déjà, celui qui a fait ça, il est équipé, le garçon. C'est pas juste une bombe de peinture et vas-y, je te dessine une étoile de David sur un mur. Non, là, le truc, c'est nickel. Hein.
Alors là, encore une fois, la problématique, c'est ce genre d'acte. Qui l'a fait? Est-ce qu'en effet, c'est un antisémite blanc d'extrême droite? Est-ce que c'est un antisémite issu de la communauté musulmane ou issu de l'immigration? Ou est-ce que c'est un faux drapeau, c'est-à-dire pour faire monter un peu la température, comme je vous l'ai dit, du côté de la communauté juive, les fanatiques, les ultra-sionistes, nationalistes, qui vont monter peut-être des opérations faux drapeaux pour faire croire qu'en France, il y a une montée de l'antisémitisme et que l'État français doit légiférer. Ça, à l'heure actuelle, c'est malheureusement aussi le risque. Le risque qu'un acte soit considéré ou étiqueté d'une certaine façon, alors qu'en réalité, c'est un acte de faux drapeau. Je rappelle, si vous êtes un nationaliste, si vous êtes un extrémiste, de gauche comme de droite, si vous voulez faire monter la température, si vous voulez faire monter les haines, si vous voulez faire monter même une responsabilité de l'État à légiférer ou être responsabilisé par rapport à certains actes, vous avez tout intérêt à foutre le bordel et à commettre un acte qui, évidemment, agiterait l'émotionnel de l'opinion, etc. Rendez-vous compte, ces pauvres juifs, ça y est, encore une fois de plus, et ils sont victimes de l'antisémitisme. L'ultra-gauche qui, elle, va essayer de dire que l'antisémitisme est celui de l'extrême droite, pour essayer de mettre le voile sur l'antisémitisme communautaire ou islamique. Donc vous voyez, quand on parle très souvent de conséquences, de dommages collatéraux de ce conflit israélo-palestinien, ils sont bien réels. Et ils sont en train de se mettre en place. Parce que de toute façon, très clairement, que ce soit les sionistes d'Israël ou les occidentaux, Washington, Bruxelles, Paris, Berlin, Londres, ce que vous voulez, tout le monde est dans le même panier maintenant. Et je dirais tout le monde est dans le même panier jusqu'à un certain point que même Washington aujourd'hui n'arrive pas à avoir un ascendant sur Netanyahou. Au-delà, évidemment, de ce que j'ai parlé sur le fait que peut-être Washington serait complice, jouerait les bons samaritains, en disant désolé, mais on n'arrive pas à raisonner Netanyahou, donc on va jouer les bons samaritains, on va essayer de sauver les Palestiniens, on va contribuer à l'exode, etc. Mais apparemment, même ça, c'est en train de foirer complètement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette réémergence de l'antisémitisme avec une assimilation voulue par rapport à l'antisionisme. Et avant de terminer cette vidéo, une autre petite news qui est non négligeable. Vous avez un député ou un sénateur, je crois, qui a demandé à ce que soit ouverte une commission d'enquête sur les subventions au cinéma français. Quoi? Vous vous attaquez au cinéma français, au 7e art? Non, parce que la Cour des comptes a émis quand même une alerte en disant il y a de l'argent qui part on ne sait pas où, que le CNC et le fonds d'aide au cinéma, des fois on a l'impression qu'ils ont plus tendance à arroser les copains qu'investir véritablement dans des œuvres qui mériteraient... ça, je vous l'avais déjà expliqué, le fait que malheureusement, vous avez beaucoup de jeunes réalisateurs, beaucoup de productions qui pourraient faire des films qui pourraient intéresser le public français, mais qui malheureusement n'ont pas le bénéfice de ces subventions, parce que ces subventions sont des chasses gardées des copains. Des copains soutenus par la clique artistique bobo, gauchiste, parisienne,
pour permettre à des gens de faire des films, mais des films qui n'ont aucune vocation à faire des entrées et qui n'ont aucune vocation de retour sur investissement. Puis comme ça permet aussi de faire travailler des gens du cinéma. On en reparlera parce que ça va être très intéressant. Donc d'ici là, quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.